Donc nous avons autour de la table, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Je commence, Michel Jarry, je représente France Nature Environnement, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le secteur de l'écologie et de l'environnement. Fabrice Gou, délégué général de Auvergne-Rhône-Alpes Centres Sociaux, donc plus largement l'éducation populaire et la jeunesse et l'enfance et tout un tas d'autres publics qui peuvent être représentés. Alors bonjour à tous, David Seignobos, je représente l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, donc tout ce qui touche au secteur du tourisme social et solidaire. Donc Gilles Pal, président du mouvement associatif et président de la Fédération de la Loire de la Ligue de l'enseignement, qui peu ou prou œuvre dans l'ensemble des champs d'ailleurs. Boris Ferrier, donc le directeur de la MJC Ménival, qui est aussi l'école de cirque de Lyon, dans le 5e arrondissement. Bonjour, Louise Thomas, ancienne volontaire en service civique à Unicité, donc qui est une association de service civique et ancienne ambassadrice régionale pour l'association. Bien. Alors d'autres réseaux, on ne pouvait pas être présents ici, nous regroupons en Rhône-Alpes 14 mouvements et ce sont 24 membres au niveau national. Les réseaux nationaux ne sont pas tous adhérents régionalement, mais bon, voilà, pour montrer. Et on considère que le mouvement associatif représente à peu près la moitié de l'ensemble des associations en France et surtout une grosse majorité des associations employeuses. Donc nous avons décidé d'organiser cette conférence de presse avec un temps de présentation générique de nos mots d'ordre, revendications, enfin des motifs de cette mobilisation qui a été lancée pour le 11 octobre et trois interventions sur ces contenus génériques et 3 témoignages plus précis sur les impacts de ce que nous redoutons et de ce que nous dénonçons sur des structures réellement ou des individus qui sont réellement impactés par ces attaques, ces agressions, ces baisses de subventions diverses et variées. Il me revient de rappeler la place et le poids global des associations qui sont à la fois un acteur économique très important, avec 1,9 million d'emplois en France relevant du secteur associatif, c'est-à-dire plus que le BTP et plus que l'industrie automobile. Je ne sais même pas si ce n'est pas plus que les deux cumulés. Aujourd'hui, emplois bien entendu non délocalisables. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 1,6 à 1,7 million de bénévoles impliqués dans les associations et entre 180 et 190 000 associations inscrites en préfecture. Voilà. Nous sommes donc à la fois un acteur économique important avec des chiffres d'affaires non négligeables et nous sommes aussi un acteur social et démocratique de premier plan. C'est ce qui, je pense, est le plus important. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont en contact avec l'éducation populaire, par exemple, sont 4% de plus à voter et 3 fois plus à siéger dans des conseils municipaux, dans des partis politiques. Donc c'est une école de la démocratie et un tremplin vers l'engagement social et sociétal en général. D'après le baromètre de la confiance politique du Cevipof, alors que tous les acteurs de la vie politique sont en perte de confiance depuis 15 ans, 67% des gens sont d'accord pour dire que la démocratie fonctionnerait mieux en France si les grandes organisations de la société civile, associations et syndicats, étaient davantage associés à toutes les grandes décisions. On peut peut-être souffler ça à l'oreille de nos gouvernants à l'heure actuelle, qui ne se sont pas marqués par leur intérêt pour les corps intermédiaires. Et 65% des personnes interrogées disent avoir confiance dans les associations en 2024. Donc nous sommes une école de la démocratie aussi parce que nous portons des valeurs et nous prônons l'engagement et nous facilitons l'engagement de tous et de toutes. D'abord, notre gestion est désintéressée, d'une part, ce qui garantit peut-être que lorsque nous intervenons dans des champs qui sont aussi dans l'économie marchande, eh bien nous le faisons avec plus d'économie, pas de dividendes reversés à des actionnaires, et surtout nous apportons l'engagement bénévole qui est une valeur ajoutée considérable. Je l'ai dit tout à l'heure, 1,7 million de bénévoles en Rhône-Alpes, ce sont des heures et des milliers d'heures qui sont au service de l'intérêt général. Nous partageons des valeurs et nous permettons aussi un accès aux droits aux personnes les plus défavorisées, les plus dans le besoin, mais aussi vis-à-vis de nos salariés. Nous accompagnons des personnes qui sont dans la réinsertion, dans l'assistance, dans la réintégration, dans l'emploi et dans la vie sociale, et ça aussi c'est important.
Je vais m'arrêter là. École de la démocratie, accueil et accompagnement des populations exogènes, alphabétisation, aide à la parentalité, accès aux droits, à la santé, au sport, aux loisirs. Ce sont nos valeurs de longue date et nous continuerons à les porter. Je donne la parole peut-être à Fabrice, qui va éclairer. Pardon ? David d'abord, excuse-moi. Ouais, moi je vais poursuivre. Alors ce matin, il y avait une interview là, à BFM et on m'a posé la question, mais au fait, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'associations réellement en difficulté? Alors c'est difficile de donner des chiffres en fait, parce que déjà il y a plein d'associations qui sont en difficulté mais qui n'osent pas forcément en parler, qui n'osent pas forcément le dire. Et en fait, à des degrés très différents, on pourrait aussi dire qu'il y a 100% d'associations qui rencontrent des difficultés. En tout cas, au niveau national, sur l'année 2025 qui n'est pas encore terminée, il y a eu quand même 1052 procédures collectives et 462 liquidations judiciaires d'associations. Ce qui est un record sur l'année 2025, sur les 3 premiers trimestres d'une année par rapport aux années précédentes. Ensuite, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que plus d'une association sur 5 n'a pas de trésorerie ou moins de 3 mois de trésorerie, ce qui est relativement peu, et 39% des associations employeuses se disent concernées par les annonces budgétaires récentes. En plus, quand on parle des associations employeuses, on ne peut que constater que depuis un certain nombre d'années, tous les dispositifs qui pouvaient exister pour favoriser l'emploi associatif ont disparu peu à peu. Les contrats aidés n'existent plus, et tous les dispositifs qui permettent aux jeunes de s'engager dans des associations, l'apprentissage, les services civiques, tous ces dispositifs ont tendance à diminuer. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les associations ont des difficultés pour aller trouver là où les financements se trouvent en fait. Les subventions de fonctionnement pour des projets associatifs, c'est de plus en plus rare, donc on est de plus en plus obligé d'aller sur des logiques d'appel d'offres, de marché public. Ça nous oblige à triturer nos projets d'association pour les faire rentrer dans les cases. Voilà. Et puis on se retrouve sur des plateformes, alors certes en ligne, donc on nous dit oui, ça a été facilité puisque c'est en ligne. Oui, sauf qu'en fait, on passe quand même de nombreuses heures sur ces plateformes qui sont complexes, qui sont nombreuses, qui peuvent aussi décourager nos bénévoles, d'autant plus qu'il faut rendre compte de l'utilisation du moindre centime. Donc on reçoit peu, mais il faut tout justifier. Un exemple, pour par exemple bénéficier de 500 à 700 euros de FDVA, le Fonds de développement pour la vie associative, pour une journée de formation des bénévoles, il faut remplir tout un dossier. On va passer des heures et des heures à remplir un dossier pour finalement avoir 500 à 700 euros pour financer une journée de formation avec le FDVA. Donc on voit bien qu'il y a quand même des plateformes qui sont pas si simples que ça pour nos associations. Ensuite, il faut contextualiser aussi par rapport à notre région, où on a, on va dire, un conseil régional qui a un regard un peu simpliste en fait sur notre rôle, puisque pour des raisons plus ou moins électoralistes, ils vont dire qu'ils préfèrent financer telle ou telle structure directement et donc ne pas financer les réseaux qu'ils considèrent comme un millefeuille un peu flou, incompréhensible. Et pourtant, on sait bien, on est tous réunis là, et on sait bien à quel point c'est important pour les associations de se réunir, de se fédérer, de se former, de mutualiser leurs moyens, de prendre de la hauteur aussi sur leurs projets respectifs. Donc les réseaux sont importants, mais en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup de réseaux dès 2017 qui ont vu leur subvention baisser, voire supprimer. Et en 2025, notre conseil régional est devenu le seul conseil régional de France à ne pas soutenir la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, la CRES, et à retirer ses subventions du DLA, du dispositif local d'accompagnement, 2 associations qui accompagnent les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire. Nos associations
n'ont pas eu beaucoup de dialogue, voire aucun dialogue avec le conseil régional sur ces décisions. Et donc, voilà, on est dans ce contexte-là vis-à-vis du conseil régional ici en Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres subventions à d'autres échelles vont parfois ne pas être octroyées à des associations pour des raisons obscures. Donc, on a relevé avec le mouvement associatif plusieurs cas d'entrave aux libertés associatives. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est surtout les associations de protection de la nature qui ont été impactées. Donc, on laissera aussi s'exprimer donc le France Nature Environnement. Mais on a eu des raisons assez obscures sur les raisons pourquoi plus aucune subvention. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même des aides financières, puisque pendant ce temps, pendant que les associations, on va dire qu'il y a des budgets à peu près de 211 milliards d'euros, mais ça c'est pour les entreprises. Voilà. Pour les associations, en 2023, 53 milliards. Donc on voit aussi le différentiel entre ce que les entreprises peuvent avoir, 211 milliards, et ce qu'il peut y avoir du côté des associations, 53 milliards. On a un conseil départemental en Isère qui parle même du premier plan social de France, les associations qui parlent de casse associative, et pourtant il s'agit d'une collectivité territoriale qui dit ça. Donc voilà quelques repères un petit peu chiffrés sur les difficultés qui sont bien sûr financières, mais aussi administratives et réglementaires, et qui aussi quelque part nous mettent un peu en concurrence, encore une fois, avec cette logique de marché public, alors qu'on a tout intérêt à travailler plutôt en commun pour le bien commun. Voilà pour ma partie, donc je vais laisser la parole à Fabrice. Ouais, donc tout ça, effectivement, est inquiétant. Peut-être se redire qu'il n'y a peut-être pas un Français qui n'est pas passé par une assoce à un moment dans sa vie, soit parce qu'il a été directement concerné, parce qu'il devait faire garder son enfant dans une crèche, dans un centre de loisirs, soit parce qu'il souhaitait pratiquer une activité sportive, soit parce qu'il voulait partir en vacances, enfin bref, ou s'engager sur la question des jeunes. Donc le constat est alarmant. Ce qui nous alarme encore plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses alertes qui sont faites et qui restent sans réponse, et des alertes qui ne sont pas faites simplement par le monde associatif en lui-même. C'est aussi des alertes qui sont faites par les syndicats employeurs. Là, les deux syndicats employeurs, en tout cas du côté éducation populaire, se sont mobilisés et ont mené des campagnes, et ces alertes ne sont pas ni entendues ni écoutées, et ce depuis plusieurs années. Des alertes qui concernent effectivement les atteintes aux libertés associatives, le contrat d'engagement républicain par exemple, qui permet à des pouvoirs publics de couper des subventions en fonction si on estime que l'association pourrait ou pas être dangereuse, mais sans qu'il y ait une décision de justice. La baisse des moyens alloués, pas 1 euro de moins, c'est ce qui est demandé aujourd'hui, à subvention constante avec une inflation à 6%, pour pas, le chiffre ne doit pas être bon, mais avec une grosse inflation, ça revient à une baisse de subvention finalement. Et puis des alertes concernant la fragilisation de l'intérêt général et du bien commun. Ces alertes, jusqu'à maintenant, elles émanaient d'un secteur et puis d'un autre, et puis ça évoluait un peu en fonction de l'actualité. C'était le secteur du médico-social, ensuite le secteur du sport, etc. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où les associations se réunissent, le monde associatif se réunit, et cette mobilisation-là qui est annoncée pour le 11 octobre sera intersectorielle et plurisectorielle, sans forcément avoir de bannière, parce que en fait, ça ne tient plus pour personne. Donc le problème devient plus que commun. Les demandes qui sont claires, qui sont proposées, ou en tout cas les demandes sont claires du mouvement associatif, c'est déjà un sursaut politique en faveur du monde associatif. Il va falloir qu'à un moment donné, l'État, les gouvernements, si on en a, reconnaissent la place des acteurs associatifs dans le panorama économique, mais aussi citoyen. On veut des actes de confiance et de la reconnaissance de la part des pouvoirs publics. Deuxième demande, pas 1 euro de moins pour le monde associatif. C'est pas là où il faut taper. C'est pas là où il faut enlever de l'argent. Quand on fait garder son enfant dans une crèche associative, on a besoin de faire garder son enfant si on veut aller travailler. Donc si on veut favoriser l'économie, il faut pouvoir avoir à côté des associations qui proposent des activités, des services et des espaces où on peut s'investir. Pour ça, il y a des propositions concrètes pour les associations, des votes de motions de soutien, des moratoires,
des choses qui pourraient être de façon très simple, actées comme ça, de sortir des logiques de concurrence pour les activités d'intérêt général, en donnant plus de place aux subventions de fonctionnement, pluriannuelles, et moins aux appels à projets ou à la commande publique. Ça suffit qu'on nous mette en concurrence. C'est plus la peine de nous mettre en concurrence, on va bientôt plus pouvoir répondre en fait. Et puis nous mettre en concurrence avec le privé, tu l'as dit Gilles tout à l'heure, ça va être c'est délétère parce que c'est juste là où les gens ont les moyens de se payer le service. Évidemment que le privé n'ira pas dans les territoires où c'est pas rentable. C'est assez clair. Et puis on demande aussi un dialogue renforcé avec les élus locaux qui sont plutôt en soutien du monde associatif. Les maires, les présidents d'Interco nous le disent. Aujourd'hui, notre fédération intervient auprès de l'Interco de France. En fait, ils demandent à ce qu'il y ait des associations sur leur territoire. En milieu rural, c'est souvent une association qui fait tout, même parfois, du service à la population, du portage de repas à domicile, du sport pour les gamins, etc. Donc un dialogue renforcé avec les élus locaux, avec des instances mixtes, afin que les associations, l'initiative citoyenne, puissent contribuer à l'élaboration des politiques publiques et à l'évaluation des fonds associatifs. On aimerait bien pouvoir participer à l'évaluation de ce qu'on fait, ça serait pas déconnant. Pour faire suite à ça, la proposition c'est que ce propos un peu général soit illustré par des propos locaux et ancrés dans les territoires, des exemples concrets, avec un premier propos autour de la question de la culture et plus globalement de l'accès à la culture, un passage par la crise environnementale au sens un peu large et la situation des associations de protection de l'environnement notamment sur notre territoire, et puis un dernier propos sur peut-être les inégalités territoriales entre le rural et l'urbain et qui concernera aussi l'engagement des jeunes. Boris Ferrier, donc le directeur de la MJC Ménival, qui est aussi une école de cirque de Lyon. Donc cette histoire, elle a commencé dans les années 90, où des jeunes sont venus frapper à la porte de la MJC et ont dit nous, on ne sait pas trop quoi faire, on a vu du cirque, est-ce qu'on pourrait pas essayer? Et c'est comme ça qu'est née l'école de cirque de Lyon, à l'intérieur d'une MJC. Donc c'est un projet associatif qui est un peu particulier, qui est un peu singulier, et ce qui fait aujourd'hui sa force. Et donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que on a pu créer une formation préparatoire en art du cirque, très brièvement, mais pour que vous compreniez bien, ce sont 12 jeunes qui vont faire du cirque pendant 2 ans. On a un agrément du ministère de la Culture, donc c'est comme si c'était un conservatoire, mais pour le cirque. Et donc on va les former sur 2 ans à préparer les écoles dites supérieures en art du cirque, sont le CNAC, le Lido à Toulouse ou Fratellini. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on bénéficie d'un certain nombre de financements pour cette formation préparatoire. Et en mars, on m'a appelé pour me dire que, la région Auvergne-Rhône-Alpes m'a appelé pour me dire que les 60 000 euros, donc l'entièreté du financement, n'était plus assurée et qu'ils ne renouvelleraient plus le financement. Donc c'est à peu près, pour vous donner un tiers du financement. Voilà. Donc ça a été le contexte dans lequel on a évolué. Donc il faut bien concrètement se dire qu'est-ce que c'est quand on nous annonce ça. C'est d'abord de se dire comment on fait pour ces jeunes qui avaient déjà fait une première année et qui leur restait encore 1 an à faire. Donc c'est d'abord malheureusement on a été contraint à un licenciement économique en administratif pour que ça tienne, pour pas fermer complètement directement à la fin de juin la formation. On a été obligé aussi de baisser la pédagogie, la qualité de ce qu'on propose. Et puis globalement, ce sont des baisses de partout du nombre d'heures qu'on peut leur donner en enseignement. Voilà. Donc peut-être sur le témoignage que nous on pourrait apporter, d'abord le redire que je pense que c'est une erreur, parce que ça fait l'inverse de ce qui est promu. D'ailleurs, c'est une question, ce qui est promu, on ne le sait pas vraiment, puisque on n'a même pas le papier qui nous dit qu'on n'a pas les financements. On n'a rien. On nous dit non, vous rentrez plus dans le cadre. C'était une subvention qui était exceptionnelle. Oui, enfin ça fait 9 ans quand même, donc bon voilà. Donc pas vraiment de réponse à ça. Et nous on pense vraiment d'abord c'est une erreur pour la filière cirque,
c'est moins le lieu ici, mais si vous le souhaitez, pour un certain nombre d'entre vous, on pourra en reparler, en quoi ça affaiblit la filière cirque et en quoi c'est une erreur. Sur l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une erreur. Parce qu'aujourd'hui, on forme des jeunes qui viennent d'abord du monde entier, et puis qui font l'attractivité ensuite de la région, parce qu'ils reviennent, évidemment, ils se forment ici, ils reviennent ici, et ils participent au territoire, il y a des festivals de cirque, donc sur ça, c'est aussi une erreur. Et je dirais aujourd'hui, donc, qu'est-ce que nous, on en est où? D'abord, la première chose, c'est qu'on veut continuer à y croire, à discuter, à se dire, bah non, en fait, il faut que vous reveniez sur votre discussion, sur votre décision. C'est pas possible. Donc, moi, jusque fin décembre 2025, je continuerai à demander cette subvention de 60 000 €, vu qu'en plus, j'ai pas reçu de courrier. Donc, bon, sur un malentendu, on sait jamais, ça peut marcher. Donc, il faut, voilà, continuer. Et on les a invités, on continuera à l'inviter. Et là, j'en profite, j'invite le président de la région et les élus à venir voir ce que c'est une formation préparatoire en art du cirque. On forme on va dire des travailleurs à 150% pour leur art. Ils travaillent beaucoup, ils se donnent beaucoup, et leur avenir se joue aujourd'hui. Et donc c'est important de les soutenir. Deuxième chose, on a mis en place une pétition. N'hésitez pas à aller voir sur notre site, il y a une pétition en ligne. Et troisièmement, on a mis en place ces derniers jours-là un crowdfunding, une participation financière pour celles et ceux qui voulaient. On a un peu tardé à le faire parce que, et là je rejoindrai vraiment ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est que on peut pas se passer des moyens publics et du bien commun, parce que ça c'est du bien commun. C'est bien public, là c'est du bien commun, c'est pour tous. Donc si à un moment donné on fait sans, ben, il n'y a plus de bien commun. Donc nous on ne peut pas faire sans, c'est la première chose qu'on dit. On ne peut pas faire sans ces moyens. Néanmoins on a été appelé, vous savez le cirque c'est une grande famille internationale, et donc on a été appelé de partout, on a dit comment nous on peut aider. Donc on a mis en place cette cagnotte pour justement répondre à ça. Voilà. Merci. On va passer au FE2. Au passage, je signale, on ne cible pas spécialement la région. Hein. Il faut savoir que il faut que dans notre région, on a un cas particulier. Mais je voulais simplement dire, au passage, qu'une structure d'éducation populaire, aujourd'hui, dans ma ville, elle doit monter 13 dossiers de subventions différents. Politique de la ville, FDVA, région, département, mairie, politique. Voilà, il y a des appels d'offres, etc. Mais 13 dossiers à remplir. Ça fait 13 dossiers à compléter, 13 bilans à rendre et parfois 13 actions à mener, évidemment, parce que ce n'est pas toujours sur la même action qu'on demande tous les financements. Le FNE a la parole. Merci. France Nature Environnement a la parole. Oui, c'est pareil. Je suis Michel Jarry, je suis le président de FNE Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, FNE, un petit état des lieux, c'est l'émanation, enfin, avant ça s'appelait la FRAPNA, donc peut-être c'était mieux connu sous le nom de FRAPNA. On est installé sur tout le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a à peu près 70 000 adhérents. On a 300 associations qui sont fédérées. On est une fédération de fédérations et d'associations. Et donc, on a 90 salariés à peu près. Sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on approche à peu près 500 000 personnes par an. Donc c'est une association importante qui émane de FNE national, donc, et puis qui émane aussi de FNE, enfin pas FNE, ça s'appelle pas FNE, mais qui a une représentation en Europe. Et il y a des représentations aussi de toutes les régions de France. On a mené des combats qui sont emblématiques, hein, et pour lesquels on a eu des succès. Vous avez certainement entendu parler de Notre-Dame-des-Landes. La 69, il y a eu les dauphins qui ont été sauvés dans le golfe de Gascogne, etc. Enfin, un tas de choses comme ça. Donc on mène des combats comme ça pour protéger la nature, pour protéger l'environnement. Et on fait aussi des actions, donc c'est des actions de militantisme, mais on a aussi des actions qui sont des actions disons pour donner des avis, pour avoir des expertises, etc. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on a donné des avis sur la mine de lithium de l'Allier, par exemple, dont vous avez entendu parler, sur le PR du budget.
En lien avec FNE-PACA, on a donné des avis sur la centrale biomasse de Gardanne ou sur un autre sujet. Il y a des sujets, on a énormément de sujets que nous portons et qu'on va présenter auprès de la région, auprès des maires. Ça dépend au niveau de... Alors, au FNE national, c'est au niveau des ministères, nous, c'est au niveau de la région et des services de l'État de la région. Dans les régions, dans les départements, ça sera au niveau des collectivités locales, etc. Donc, voilà, donc on est à la fois au service du public, on est des médiateurs entre les citoyens et l'État. Voilà. Donc on sert aussi l'intérêt général, on travaille sur l'énergie, j'ai dit, on travaille sur les déchets, on travaille sur la forêt, on travaille sur la montagne, on travaille sur l'eau, c'est un gros sujet, l'eau, la protection des captages, la protection, les zones de non-traitement de pesticides, on est bien sur l'agriculture, etc., sur les transports, etc. Donc c'est l'environnement vraiment au sens large, beaucoup de sujets, peut-être trop de sujets, mais en tout cas, voilà, on porte toutes ces choses-là. Donc, on est un des corps intermédiaires de la République. Et les corps intermédiaires sont justement très attaqués. En ce moment, le Trumpisme est en train de gagner, de faire des émules. Donc, on est attaqué par le gouvernement actuel et par, etc., parce qu'on est un contre-pouvoir et que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans l'illibéralisme et que les contre-pouvoirs, le pouvoir n'aime pas les contre-pouvoirs, il essaie de combattre ces contre-pouvoirs-là. On s'inscrit dans le cadre de l'état de droit et nous sommes l'état de droit, en fait, je lis ce que j'avais marqué, c'est ce qui protège notre démocratie. Donc nous faisons partie de la protection de la démocratie. Et c'est ce qui protège les citoyens. C'est un des fondements de notre République qui s'oppose à la notion de pouvoir arbitraire. Et quand on lit ce qu'a dit notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il a dit « l'état de droit ». Aujourd'hui démissionnaire. Il est peut-être démissionnaire, mais il l'a quand même dit. Où est-ce que j'ai marqué ça? L'état de droit n'est ni intangible, ni sacré. C'est grave. C'est grave. Donc ça veut dire que tout peut être attaqué, y compris les associations, y compris les syndicats, y compris le droit lui-même. Voilà. Donc au niveau des difficultés financières que nous on connaît, beaucoup de nos fédérations, on a 11 fédérations départementales, beaucoup de nos fédérations connaissent les difficultés financières. Donc vous avez peut-être entendu parler de FNE Rhône, qui a été attaqué parce qu'ils ont eu le malheur de dire que tel équipement était peut-être pas très bien installé. Donc, ils ont été, FNE Rhône, ils ont été accusés d'être des danseurs aux pieds nus, des mangeurs de graines, et on leur a supprimé, le conseil départemental en a profité pour leur supprimer leur subvention de 30 000 euros. Une subvention de 30 000 euros. FNE Rhône est actuellement en cessation de paiement. Et donc, il y a une procédure de redressement judiciaire en cours. FNE Rhône avait à peu près, alors je n'ai pas exactement les chiffres, mais une quinzaine de salariés. Donc là, il y a pratiquement eu la moitié de licenciements. Donc c'est ça que ça veut dire concrètement. Voilà. Et le problème, c'est que dans les 11 fédérations, il n'y en a pas une qui soit très large financièrement. Alors, il y en a, ça dépend des fédérations, mais il y en a qui sont bien. Non, pas bien. Il y en a qui sont à la limite, quoi, parce que c'est très vite, on va très vite à couler. Et puis d'autres qui sont vraiment en difficulté financière. Donc, ces cas de cessation de paiement, de redressement judiciaire, etc., peuvent se multiplier. Surtout en 2026. Là, sur 2025, on va tenir le cap, mais en 2026, on n'en sait rien, parce qu'on n'est plus tellement soutenu. D'où viennent les difficultés? Alors moi je dirais, on ne va pas attaquer effectivement la région Rhône-Alpes, mais quand même, le début de nos difficultés, c'est la politique de Laurent Wauquiez, politique complètement clientéliste. Voilà. Et donc lui il a dit, je retire toutes les subventions qu'il y avait. Avant il y avait des CPO, c'est-à-dire des contrats pluriannuels d'objectifs, etc., avec la présidente mandature de la précédente région. On supprime tout ça. Et je dis aussi,
je me place à la place de Laurent Wauquiez, je dis aussi à tous les conseils départementaux, à toutes les communes, etc., si vous travaillez avec FNE, je vous retire toutes les subventions. Donc du coup, c'est un espèce de... Voilà, donc ça marche comme ça. Deuxième problème... pardon, vous êtes sur une liste noire. On est sur une... Ah oui, ça, l'environnement est sur une liste noire. L'environnement, ça commence à bien faire, etc. L'écologie punitive, etc. Ça, on connaît ça. Et deuxième problème, c'est la politique de M. Macron, qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit, M. Macron? Je redis, voilà. Oui, c'est ça. Macron, il veut voir disparaître les corps intermédiaires. Hein. Il ne veut plus qu'il y ait de corps intermédiaires. De toute façon, c'est la politique du haut vers le bas, mais sans citoyens autour. Donc ça, c'est plus facile s'il n'y a pas de corps intermédiaire et s'il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc là, du coup, c'est une régression du droit, complètement, du droit environnemental. Et donc, nous, on est aussi dans l'œil du cyclone. Donc, voilà. Je voudrais... c'est trop long, peut-être? Non, mais... Non. Fini, termine. Je finis. Donc, oui, on parlait de subventions. Parce qu'on dit les associations sont payées à coup de subventions. Mais c'est faux. Les subventions d'exploitation, ça n'existe pas. Les subventions qu'on donnerait comme ça pour faire vivre une association, ça n'existe pas. Ce sont des subventions sur projet. C'est-à-dire qu'il faut faire des projets et ensuite, en fonction du projet, s'il est accepté ou non, on est payé, mais on n'est pas payé le prix que va coûter le projet, pas du tout. On sera payé le prix, donc c'est des subventions sur les coûts, donc c'est le coût salarial, je vais un petit peu technique, coût salarial, multiplié par un coût environné, en général c'est 1,3, mais on va recevoir que 70% de ce montant-là. C'est-à-dire que si le coût salarial c'est 100, multiplié par 1,3, multiplié par 70%, ce qu'on va recevoir c'est 91. Donc le reste, il va falloir l'autofinancer. Et on va l'autofinancer, mais sans tenir compte aussi de tout l'environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme environnement? On a l'administratif, on a les locaux, on a les fluides, on a tout ce qui nous fait vivre, quoi, hein. Donc ça, on ne l'a pas. Donc, en fait, ce coût des subventions sur projet, c'est des trucs à nous faire mourir à petit feu. Au départ, on dit, bon, on va peut-être y arriver, puis à la fin, on voit qu'on n'y arrive pas du tout. Le bénévolat n'est pas valorisé, donc pourtant le bénévolat ça a un coût aussi, et c'est une expertise extraordinaire le bénévolat, mais ça c'est pas valorisé du tout, donc ça rentre pas dans le calcul des subventions. Entre les associations et les entreprises, c'est 2 poids 2 mesures. Les entreprises elles vont dire voilà mon devis c'est tant, toc, vous me payez ça sans problème, alors que nous il va falloir qu'on fasse ce que j'ai dit là, faire un calcul administratif excessivement compliqué, etc. Et puis il y a évidemment, puisqu'il y a tout ça, on se perd dans un administratif très compliqué, on passe un temps incroyable à essayer de faire de l'administratif, tout ça, alors que c'est pas du tout dans notre mission. Voilà. Donc on doit autofinancer les projets. Donc, ce que dit le mouvement associatif, c'est que l'initiative associative est mise à mal par cette logique de subvention sur projet. Merci. Juste encore un petit mot pour dire que d'un autre côté, on voit que si l'environnement va mal, si le réchauffement climatique c'est les citoyens, et les plus précaires souvent, qui vont être en première ligne. Alors, on lit 2-3 titres de presse. 23 milliards d'euros, ça coûte la pollution de l'air à Paris. 23 milliards d'euros. C'est dans un article du Monde. Les enfants de 3 à 6 ans sont les plus impactés par les pesticides auprès des vignes. Notre mode de vie ne pourra pas continuer ça, c'est le Conseil européen de l'environnement. Voilà, donc faut choisir. Soit on continue à polluer, on continue à faire comme ça, soit on soutient aussi des contre-pouvoirs comme nous, des gens qui sont des lanceurs d'alerte et qui vont dire attention, là vous faites fausse route. Merci, on a encore un témoignage à entendre. Excusez-moi. Non, mais on comprend que
on a plein de choses à dire. Donc on écoute un témoignage d'une volontaire en service civique. Oui, du coup, comme je le disais tout à l'heure, je suis Louise, ancienne volontaire en service civique à Unicité, donc qui est une association pourvoyeuse de services civiques en France. Du coup, juste pour remettre en contexte, donc le service civique, c'est un engagement de jeunes entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans s'ils sont en situation de handicap, qui vont s'engager dans des missions citoyennes sur différentes thématiques. Donc il va y avoir effectivement l'environnement, la solidarité, la santé, voilà, plein d'actions citoyennes d'intérêt général qui vont permettre aussi à ces jeunes de tous horizons, de justement s'engager. Ça peut représenter un tremplin professionnel pour après, ça peut représenter un tremplin de formation. Voilà, et surtout, ces jeunes vont être recrutés non pas sur leur savoir-faire, mais sur leur savoir-être et sur leur motivation. C'est quelque chose de très important parce que justement, ça va permettre à ces jeunes d'avoir des opportunités professionnelles. Et il faut savoir aussi que la plupart des services civiques s'effectuent dans des associations. Et moi, j'ai eu la chance justement de faire un service civique dans une association il y a 2 ans. Et du coup, si j'interviens aujourd'hui, c'est parce que justement, ça fait quelque temps qu'on observe effectivement une baisse de subventions et donc les services civiques sont également touchés. Et cette année, c'est 15 000 jeunes qui ne rejoindront pas les rangs du service civique cette année. C'est une situation qui risque de s'aggraver dans les mois et dans les années à venir. Et du coup, c'est une situation qui est très désolante déjà pour les jeunes parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on demande aux jeunes d'avoir de plus en plus de diplômes en ayant de plus en plus d'expérience. Ce qui est quelque chose d'assez antinomique puisque justement le service civique, il permettait à ces jeunes diplômés de pouvoir avoir un tremplin vers le milieu professionnel, d'avoir un tremplin de formation, de pouvoir aussi développer leur réseau, de pouvoir développer aussi ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire de la confiance en soi, plein de compétences en fait transverses. Et donc c'est ces jeunes qui sont doublement pénalisés déjà. Ensuite, il va y avoir des conséquences extrêmement graves en termes de bénéficiaires, puisque comme c'est des jeunes qui vont s'engager dans des thématiques majoritairement de solidarité, c'est des seniors qui ne vont plus être visités par des jeunes, c'est l'environnement qui va en pâtir, ça va être des bénéficiaires dans le domaine de la santé, des aidants, ça va impacter en fait toute une société. Et donc en fait on voit que les conséquences elles vont être vraiment plurielles et extrêmement graves pour la société et pour l'avenir de cette société. Et le dernier impact, c'est la fracture territoriale que ça implique, puisque du coup ces baisses de subventions, oui, elles touchent les jeunes, mais elles vont aussi toucher les salariés. Les salariés du coup qui œuvrent pour le service civique. Donc moi je vais parler de l'exemple d'Unicité, mais c'est le cas aussi pour d'autres associations. C'est des salariés qui vont avoir un licenciement économique. Et nous à Unicité, on a pu voir justement des suppressions d'antennes liées à cette baisse de subvention. Et les antennes qui sont principalement touchées, ça va être les antennes dans les milieux ruraux. Donc on a par exemple le Puy-en-Velay où l'antenne d'Unicité a disparu, on a l'antenne d'Annemasse. On a Annemasse, on a plein de, on a d'autres territoires en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en France. Et donc en fait cet impact il va être justement il va être vraiment pluriel et cette fracture territoriale aussi elle est importante d'être mentionnée parce que du coup c'est bien d'avoir des services civiques à Grenoble, à Lyon, dans les grandes métropoles, mais aussi c'est aussi important de donner cette opportunité dans des territoires un peu plus ruraux. Et donc cette baisse de subvention elle va être vraiment vraiment grave et voilà, moi pour avoir aussi vécu le service civique de l'intérieur, c'est une expérience qui a été tellement enrichissante en tant que jeune. Ça me donnait tellement d'opportunités professionnelles, le développement d'un réseau, le développement aussi de compétences plus personnelles, dans la confiance en soi, dans le sentiment de légitimité aussi. Moi j'étais fraîchement diplômée d'études. C'est vrai que j'avais un peu peur de me lancer aussi dans le milieu professionnel, et le service civique, ça m'a vraiment ouvert des portes.
Et quand j'ai été embauchée par Unicité l'an dernier, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer énormément de jeunes en service civique qui avaient des parcours extrêmement différents, qui venaient d'horizons différents, de genres différents. Et en fait, on voit que quel que soit le parcours, quels que soient les jeunes en service civique, on voit à quel point l'impact il est positif. Et 15 000 jeunes qui ne rejoignent pas les rangs du service civique cette année, c'est 15 000 jeunes qui ne pourront pas justement connaître cette opportunité qu'offre le service civique. C'est pas juste pour faire joli, ça a vraiment un impact social et sociétal et personnel. Donc voilà, c'est une situation qui est vraiment désolante et voilà. Merci. Alors j'ajoute que quand même beaucoup de ces jeunes volontaires en service civique ils n'ont pas été embauchés, ils ont été recrutés parce que c'est surtout pas une embauche de service civique, ça n'est jamais un emploi, c'est justement pas un contrat de travail, mais c'est pas grave. Beaucoup de ces jeunes restent dans le milieu associatif, s'inscrivent dans des parcours professionnels d'animation ou autres, et ça leur ouvre une perspective de carrière parfois totalement différente de la formation initiale qu'ils avaient. 15 000 contrats, tu l'as dit, remis en cause. L'impact sur les associations, elles versent quand même une petite contribution pour ces jeunes, c'est 100 € par mois pour chaque association qui accueille un volontaire. Et le volontaire, lui, il bénéficie d'une indemnité, c'est pas négligeable. Ça permet de louer une chambre, de passer le permis de conduire, de faire un certain nombre de choses. C'est aussi un petit coup de pouce au démarrage d'une vie, d'une prise d'indépendance. Et puis, les associations comme Unicité ou la Ligue de l'enseignement qui assurent l'accompagnement sont très vigilantes, le système est très bien fait, il y a un contrôle à mi-parcours, il y a des évaluations régulières, il y a un tutorat, un accompagnement, donc ça veut dire aussi que les associations se mobilisent, comme je le disais tout à l'heure, dans l'accompagnement de leurs salariés ou de leurs équipiers ou de leurs partenaires, c'est du temps consacré à l'engagement de ces jeunes, du temps de suivi, parce qu'un volontaire n'est jamais livré seul face au public ou dans des missions où il serait totalement livré à lui-même. Je m'arrête là-dessus. Tout ça pour indiquer, c'est un service emblématique et c'est un service dont l'efficacité est reconnue et saluée par tous. Ça fait 15 ans que ça existe, c'est l'agence du service civique qui le pilote. C'est un système dont l'efficacité a été mesurée, dont la satisfaction est générale, et pourtant on taille dedans. Il y a un autre dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui implique aussi beaucoup d'associations et des associations relevant ou des entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est un des rares dispositifs dont l'efficacité a été saluée par la Cour des comptes. Alors, la Cour des comptes, quand elle rend des rapports, en général, c'est pour dézinguer un petit peu, enfin, notamment certains de nos élus, qui font des repas fastueux, on ne s'étendra pas. Et là, la Cour des comptes a dit c'est un bon dispositif, il coûte cher, mais il est efficace. Alors qu'on donne des milliards, on l'a dit, à des entreprises pour faire baisser la courbe du chômage, il n'y a aucune évaluation, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune appréciation.